pour lancer cette initiative, puisque, comme vous le savez, Fariba Adelra, notre collègue directrice de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques, anthropologue, spécialiste de l'Iran et de l'Afghanistan, est détenue maintenant depuis 1016 jours pour n'avoir fait autre chose que son métier de chercheuse. Et à son propos, nous avons forgé, puisque nous l'utilisons toujours, la catégorie de prisonnières scientifiques pour la différencier des prisonnières politiques. Et de fait, Fariba n'a jamais fait de politique en Iran ou sur l'Iran, et elle a été toujours interrogée. Ses interrogatoires ont porté sur son métier, sur ses relations professionnelles, ses contacts, ses questionnements. Mais pour cela même, toute scientifique qu'elle soit, elle est emprisonnée pour des raisons politiques. Que ce soit de politique internationale, et on connaît tous les relations tendues entre l'Iran et l'Occident, que pour des raisons de politique intérieure, les combats fratricides entre factions et entre tendances politiques, mais aussi la volonté de contrôle de la parole publique et de l'histoire, des représentations contemporaines du pouvoir. Et donc, au-delà du cas très spécifique de Fariba, on voit là déjà émerger une question centrale qui va traverser, je pense, tout le débat, c'est l'impossibilité de séparer le scientifique du politique. La demi-journée est très chargée et je ne voudrais pas prendre trop de temps pour introduire cette première table ronde, mais il nous a semblé important de parler aussi de situations étrangères, notamment dans 3 pays qui connaissent aujourd'hui des violations criantes. La Russie, l'Ukraine et la Turquie. Mais il me semble que ces 3 pays, ces 3 situations dont nous allons parler, illustrent un certain nombre de tendances qui sont présentes aussi un peu partout dans le monde contemporain, à des degrés évidemment très divers et dans des contextes très spécifiques. Le cas de la Russie est paradigmatique de ces situations autoritaires où le passé ne cesse d'être revisité, voire falsifié, et au service d'intérêts de puissance, mais aussi de domination, et aujourd'hui, on le voit, d'occupation et de répression. L'interdiction de mémorial en est le symbole. Et la Russie illustre les effets pervers de cette pensée unidimensionnelle, pour parler comme Marcuse, qui provoque censure et autocensure. Mais il est aussi intéressant de noter, et je crois qu'Alexander Begbov reviendra là-dessus, que les réformes néolibérales ont participé, il y a maintenant plusieurs années, à cette remise en cause de la liberté scientifique au nom de la concurrence, de la mise aux normes de la science. L'Ukraine, évidemment, nous ne pouvions pas ne pas en parler. La brutalité à l'état pur, la guerre, ont des effets dévastateurs sur la production de connaissances, et pas seulement en raison des conditions matérielles et de la violence physique. Comme vous le savez, les universités sont devenues les cibles des bombardements russes, mais aussi en raison de l'état de guerre intellectuelle qui empêche que ne s'exprime le propre d'une science, du moins de sciences sociales, la complexité, l'ambivalence, les nuances. Et l'Ukraine se débat dans une conception ethno-culturaliste de la nation, héritée de l'ultranationalisme de l'entre-deux-guerres, qui s'est compromis avec le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, une conception qui est la symétrie du nationalisme russe de Poutine, de ses idéologues et du patriarcat de Moscou, et une conception civique qu'incarne Zelensky. Enfin, le cas de la Turquie illustre le fait que certains terrains sont par définition politiques et que l'on ne peut pas séparer politique et science
comme le voudraient les discours faciles sur la prétendue neutralité axiologique, faussement attribués dans ces termes à Weber. Étudier, par exemple, les mobilisations sociales ou environnementales et leur gestion répressive, la question kurde, le génocide des Arméniens est politique, en ce sens que le pouvoir, a priori, politise ces questionnements. Et le cas de la Turquie est également emblématique de cette impossibilité de séparer culture, science et politique. À ce propos, je ne peux pas ne pas parler d'Osman Kavala, emprisonné depuis 4 ans dans la prison de haute sécurité de Silivri, qui est l'un des fondateurs de la maison d'édition Illitessim, laquelle a publié une majorité des livres et des revues scientifiques. Osman est un mécène qui a notamment financé les premières recherches sur le génocide des Arméniens en Turquie, sur la participation de la Turquie à la Shoah ou encore sur les Roms et les enfants de rue. Alors, avant de passer à la parole, je voulais juste rappeler le slogan de Fariba, « Sauver les chercheurs, sauver la recherche pour sauver l'histoire ». Qui était donc ce qu'exprimait Fariba depuis la prison d'Evin pendant sa grève de la faim de décembre 2019 et de janvier 2020. Et elle faisait implicitement référence au livre de Douara, Sauvegarder l'histoire de la nation. Et de fait, la guerre d'Ukraine nous rappelle que le roman national que portent souvent historiens et responsables politiques n'est pas sans conséquences politiques, voire militaire, et qu'il est performatif, plus souvent pour le pire que pour le meilleur. Or, les chercheurs eux-mêmes peuvent le nourrir en demeurant prisonniers du nationalisme méthodologique, que Fariba a puissamment critiqué et remis en cause dans son livre « Les 1001 frontières de l'Iran ». Et c'est aussi en ce sens qu'il faut comprendre que son combat est aussi le nôtre. Et les 3 cas dont nous allons débattre nous rappellent aussi, ne serait-ce qu'à travers la figure d'Osman Kavala, que l'on ne peut dissocier la liberté scientifique de la liberté culturelle et de la liberté de la presse. Alors, je vais passer tout de suite la parole à Alexander Boukbov pour qu'il nous parle de son expérience personnelle en Russie. Merci.